parole à méditer, une sagesse qui illumine l'homme dans sa quête de Dieu, de plénitude et de perfection, disait Karenga, intitulé Odu Ifa. Oracle, il n'est pas donc à confondre avec les prévisions astrologiques des conseils, les initiés, et ceux-ci qui ont appelé la plupart du temps Bokono. Alors, le charlatanisme en Afrique prend une grande ampleur par ces temps. Comment peut-on reconnaître un vrai initié, un Bokono? Est-ce qu'on prend son fa juste pour connaître son signe? Ou peut-on aussi acquérir le pouvoir de devenir Bokono? Est-ce qu'avec le fa, l'Afrique peut aussi se développer? Au Bénin, dans une région de l'Afrique de l'Ouest où cette pratique a pignon sur rue, on en a fait une consultation nationale, la dénomination c'est au fa. Pour parler donc du fa ce matin, nous recevons pour vous deux personnalités qui s'y connaissent à sa façon, chacune, je veux dire. Professeur Kofi Yaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre fa, vous êtes d'ailleurs l'initiateur d'Autofa. Merci d'être là avec les rapports d'Autofa. C'est un plaisir. En face de vous, c'est coach Patrick Aman Poyo. Vous êtes curieux, vous voulez savoir davantage, surtout sur la religion endogène, et vous y investissez profondément. Merci encore une fois d'être là avec votre curiosité. Donc, on va essayer donc d'aller dans la profondeur de cette science-là pour savoir avec l'initié qu'est le professeur David Kofi Aza ce que c'est véritablement que le fa, encore une fois. Il faudra un peu départir la chose, mais en résumé, le fa, c'est une méthode. C'est une science qui permet de décrypter l'avenir et qui révèle à la fois le présent, le passé et le futur. Donc c'est un art divinatoire, ce qu'on peut comprendre par le fa. Le nom même, c'est Farloun. C'est dans quelle langue ça? C'est dans la langue sémite, mais les Arabes ont repris ça, qui, avec la même dénomination, ça veut dire l'avenir. Farloun, c'est le nom même ça. Mais pourquoi on estime que c'est une science qui est née en Afrique, dans la région du Golfe de Guinée? Non, la région du Golfe de Guinée a fait sa promotion. C'est comme on dit aujourd'hui que Sakwata est d'origine d'Abomey, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, Abomey, la plupart du temps, c'est Abomey qui a fait la promotion de Sakwata, encore que Sakwata est venu de Dassa, mais avant Dassa est venu du Nigeria. Donc, le fa a pris, est beaucoup plus connu sous sa forme actuelle au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est d'origine sémite. Le fa, c'est une méthode, c'est une parole. Aujourd'hui, on l'enseigne. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va dénaturer la science? Ah non, puisque la science doit être enseignée. Parce que tout ce qui est scientifique n'est pas flou. Et donc si on ne l'enseigne pas, ça demeure flou. Scientifique veut dire quiconque suit le même chemin va aboutir au même résultat. Et donc, si on codifie et qu'on rend ça, on enseigne ça à l'université, on fait des doctorats là-dessus, ça va devenir une science véritablement au service du développement. Vous savez, le premier livre du fa, le professeur me dira, en tout cas si c'est vrai ou faux, le premier livre du fa a été écrit par un Européen. Ça dit qu'on était là, nous, à insulter, à dénaturer, et les Européens sont venus apprendre et ont écrit un livre là-dessus. Et ont mangé avec ça. Pendant que nous, les Africains, qui sont... Moi, j'ai l'habitude de dire, je voudrais le répéter ici clairement, et des pasteurs et des prêtres commencent par répéter ça. Le père Zosumbo a assisté à une réunion des prêtres et a réussi à leur faire comprendre cela. Nous sommes tous de la culture vaudou. Tous, sans exception aucune au Bénin, nous sommes de la culture vaudou. On n'est pas du culte vaudou, mais on est tous de la culture vaudou. Il y a une nuance. Il y a une nuance. C'est-à-dire quoi? Il n'y a personne parmi nous, en tout cas nous qui avons l'âge que j'ai aujourd'hui, qui soit né sans qu'il y ait des pratiques vaudou qui ont accompagné la naissance. Alors si un beau jour, tu dis que tu n'es pas du culte vaudou, d'accord. Mais si tu estimes que parce que tu n'es plus du culte vaudou, tout ce que le vaudou fait est mauvais, non. Le vaudou a sa dimension scientifique. Il y a la dimension tromperie et autres, mais il y a la dimension scientifique du fa, qui est une science qui, en tant que science, qui conçut le même chemin, va aboutir au même résultat. Mais, professeur Kofi Aza, donc on pense que le fa n'est pas quantifiable et que par conséquent, on ne peut pas
se réclamer la voix maîtrisée, c'est beaucoup de signes à interpréter à la fois. Et on dit que quiconque estime qu'il est enseignant du FA, c'est se leurrer. Vous savez, vous pensez que tous ceux qui enseignent les mathématiques connaissent les mathématiques du début jusqu'à la fin? Je demande à celui qui dit ça là, est-ce qu'il s'y connaît? Parce qu'il faudrait que les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Quand vous allez demander, vous allez voir un économiste et que vous lui posez des problèmes de santé, il va vous dire sa vision de la chose, mais ça ne peut pas être la réalité. Aucun bouquin ne peut vous dire que le FA n'est pas quantifiable. Aujourd'hui, le FA est enseigné dans beaucoup d'universités en Occident. Les autres nations sont bêtes. Même en Russie aujourd'hui, il y a une université en Russie où le FA est enseigné. C'est des Blancs qui sont enseignants là-bas? C'est des Blancs qui sont enseignants là-bas qui viennent ici se faire former. Au moment où les Noirs eux-mêmes, les Béninois eux-mêmes, crachent sur leur propre pratique, sur leur propre culture, les Blancs les récupèrent et vendent ça cher. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a quelques universitaires qui ont... c'est ça le drame de l'Afrique. Ceux qui tiennent ce discours-là, c'est généralement des universitaires qui estiment que le FA n'est pas quantifiable, qui estiment qu'on ne peut pas connaître le FA. Mais c'est une illusion. Il y a plein de professeurs d'université qui enseignent le FA aujourd'hui. Mais puisque le FA, c'est des symboles, c'est des codes, comment est-ce que vous arrivez? Est-ce que, comme ça, le sacré existe toujours? Le sacré existe toujours. Et le sacré se fonde. On dit, enfant, vont-y à Remenvoya. S'il n'y a pas le néophyte là, est-ce qu'il y a d'initié? Ce n'est pas le néophyte qui devient initié. C'est d'abord la pratique qui devient sacrée. Parce que ça a été consacré. Le FA, à l'intérieur du FA, c'est parce que ceux qui parlent contre le FA, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le FA. C'est tout. Et je considère que ceux-là parlent de ce qu'ils connaissent que de jeter des discrédits sur d'autres sciences. À l'intérieur du FA, il y a la numérologie. Il y a la géométrie descriptive. Il y a la géométrie sacrée. Il y a les mathématiques. Il y a l'arithmétique. Mais il y a aussi la sociologie. Il y a l'environnement. Il y a l'histoire. Il y a la littérature. À l'intérieur du FA, il y a tout ça. Donc, on ne peut pas... Pourquoi le Bokono chante? Il y a toute une littérature à l'intérieur du FA. Et chaque signe du FA a 2, 3, 4, 5, 6 chansons, alors qu'on en a 256. Donc, c'est des milliers que le Bokono maîtrise par cœur. Et cela permet même de maîtriser l'environnement. Ça permet de maîtriser même l'anthropologie, la sociologie, même la psychologie. Donc tout ça, c'est à l'intérieur du FA. Et tout ça, ça s'enseigne dans les disciplines, dans les diverses disciplines du FA. Coach Poyon, qu'est-ce qui vous intéresse en tant que spécialiste du développement intégral à l'intérieur de ce composante? Ah oui, on ne peut pas développer quelqu'un en le dissociant de son histoire. On ne peut pas développer quelqu'un en le dissociant de son histoire. Et c'est une erreur grave que nous avons eu à faire en dissociant l'Africain. Et ça, en sociologie, on dit lorsque vous voulez détruire quelqu'un, vous le coupez de ses ancêtres, vous le coupez de son histoire. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire dans le temps et qu'on est en train de corriger aujourd'hui. Moi, je suis chrétien, attaché au Seigneur Jésus. Je suis ses prescriptions. Ma force, c'est que j'ai fait la différence entre ce que disent les hommes de Dieu et ce que dit la Bible. Il y a une différence totale entre les deux. Un jour, je devais diriger la prière à Bamako, une prière qui regroupait les prêtres, les pasteurs, en tout cas toute l'obédience chrétienne. Et c'est moi qui ai dirigé la prière. J'ai dit, nous allons élever la voix pour demander à Dieu de nous débarrasser de tous les mensonges de l'Église. Et ils ont dit comment? Ils disent non, nous ne souffrons pas du diable. Nous souffrons des mensonges de l'Église, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Donc c'est pour dire que, comme le professeur l'a dit, vous savez, quand on dit un sociologue, vous croyez qu'il a le droit de se faire appeler sociologue? Vous croyez qu'il maîtrise tout pour se faire appeler sociologue? Pourquoi on a dit que plus personne ne doit se faire appeler philosophe? Parce qu'on s'est rendu compte que toute une vie ne suffit pas pour tout connaître. Et le problème des professeurs d'université, c'est de penser que ce qu'ils connaissent là est suffisant. Et c'est pourquoi vous ne verrez aucun professeur d'université riche dans le monde entier. Parce qu'à force de jouer les connaisseurs, ils n'apprennent pas les choses qui leur permettent de réussir. Quand quelqu'un dit que quelque chose ne peut jamais arriver, il a un problème. On appelle ça la paralysie due à la certitude. Et c'est une maladie mortelle.
le fait d'affirmer que quelque chose est impossible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et on a coupé la phrase et beaucoup n'ont pas compris. À celui qui croit que c'est possible. C'est la phrase là. Tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Alors si toi tu crois que c'est pas possible, résultat ils sont là à dire que c'est pas possible. Les Européens sont venus maîtriser, sont en train de l'utiliser. Et vous imaginez qu'un jour, on va se retrouver dans un champ de combat et les Européens vont encore utiliser le phare plus que nous, c'est ridicule. On risque d'en arriver là, professeur. On risque. Oui, mais on est déjà là, je vous dis. Non, ça c'est alarmiste, ça. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes là, vous êtes Le là. livre du phare le plus vendu, comme il a dit, c'est édité et c'est écrit par un Européen. Le livre du phare le plus vendu au monde, c'est édité par un Européen. Si un Européen édite un livre du phare et que moi, Béninois, j'écris un livre du phare, le livre du phare de l'Européen sera plus acheté que le livre du phare que le Béninois a écrit. Mais pourtant, c'est le Béninois qui l'a. La dernière fois, j'étais à Paris où j'ai formé, c'est un projet d'université que j'ai formé sur 3 ans. Même à l'université à Boulogne-Calavilla, j'ai formé plein de projets d'université dans le phare. Ils enseignent ça là-bas. Mais celui-là a sorti un livre sur le phare. Il a déjà vendu, en moins de 2 mois, plus de 100 000 exemplaires. Mais moi, je n'ai jamais vendu 5 000 exemplaires d'un livre sur le phare. Mais pourtant, c'est moi qui leur enseigne ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est parce que l'Africain méprise ses propres sciences tant que cette science n'est pas reconnue par l'Occident. Écoutez, ces universités-là, d'abord, je prends le cas de la médecine. Après le bac, vous allez passer 8 ans, 9 ans pour vous spécialiser. Vous sortez docteur en pharmacie. Vous devenez pharmacien. Mais vous passez tout votre temps à prescrire des médicaments que les Blancs ont fait. Combien de pharmaciens africains fabriquent des médicaments? Le rôle du pharmacien, aujourd'hui, le pharmacien africain est un commerçant de médicaments. Il ne fait rien de plus que ce que fait la bonne femme de Adjé Goulet, le pharmacien d'aujourd'hui. Moi, je vois pourquoi on les casse. Parce que les pharmaciens d'aujourd'hui font la même chose que les vendeuses de médicaments. C'est des commerçants de médicaments. Ils ne fabriquent rien. Et c'est la même chose que nos universitaires aujourd'hui qui se croient tout connaître. Ils croient qu'ils connaissent. Il y en a qui font des efforts. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une différence entre savoir et connaître. Et aujourd'hui, on ne reconnaît quelqu'un que par son savoir des réalités de l'Occident. Alors qu'il faut aller à Il faut aller à la source. Nos projets d'université, là, que nous avons là, quand on prend le cas d'histoire, là, il ne sait pas comment Béhanzin faisait partie de toute une armée de Godomé, près de 4000 hommes de Godomé à Canaan en 10 minutes. 4000 hommes de Godomé à Canaan en 10 minutes. Il le faisait vraiment? Mais il le faisait vraiment. Mais quand vous leur demandez l'histoire de Napoléon, de Bonaparte et de tout ça, là, ils vont vous raconter ça. C'est que nous fabriquons des intellectuels culturicides. C'est des professeurs qui sont fabriqués pour tuer la culture africaine. Parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Ils sont moulés dans les réalités occidentales et ils pensent que si vous ne réfléchissez pas comme l'Occident, c'est que vous n'êtes pas dedans. Donc tout ce que l'Occident n'a pas reconnu, pour eux, ça n'existe pas. Ils ne reconnaissent pas ça. Coach Pouillon, vous condamnez le fait aussi? Ah oui, oui, vous savez, en réalité, personnellement, nous récupérons ceux qui sortent de l'université pour les aider à aller sur la vie. Parce que si on doit se baser sur ce qu'on a appris à l'université, la personne ne réussira sa vie. Personne. C'est utile, l'université. C'est utile. C'est le savoir. Ça nous permet de parler français, ça nous permet de parler ceci, mais ça s'arrête là. La vie est enseignée après l'université. Personne n'apprend à l'université comment s'occuper, comment se comporter dans son foyer. Mais, coach Pouillon et puis professeur Hazard, vous êtes au sein d'une société qui a toujours évolué comme ça. Est-ce que du jour au lendemain, on peut rompre le fil? Le fil est rompu au niveau de ceux qui sont pour le moment dans mon cercle d'influence. Parce qu'il faut comprendre ceci. Hier, par exemple, nous avons fait un séminaire sur la négociation commerciale. Plein de personnes, professeurs d'université, tout ça là, catégorie de personnes, des chefs d'entreprise, tous sont arrivés. On a fait 3 heures. Tous ont reconnu. Il y a des gens qui ont fait 6 ans d'études, MBA aux États-Unis. Mais ce qu'on a fait en 3 heures, ils n'ont pas vu. Cessons de croire que même ce que les Américains, les Européens ont fait, ce n'est pas arrivé. Et je voudrais dire quelque chose à tous ceux qui m'écoutent. Le sacré, en réalité, est venu comment? Dans les pratiques africaines. Des gens sont venus pour détruire, pour voler et détruire. Nos parents se sont dit,
si on ne protège pas nos connaissances par le sacré, ils vont tout prendre et ils vont nous détruire avec ça. Aujourd'hui, la technologie qui a permis de transporter les pierres qui ont été utilisées pour construire la pyramide d'Égypte n'est pas connue jusqu'à présent. Parce que nos parents ont protégé ça. Il y a des fouilles archéologiques qui sont en cours. Oui, dans mais la région ils aujourd'hui. ne trouveront rien. Mais ils ne trouveront pas tant qu'on reste superficiel, on s'attaque à et on ne veut pas chercher les clés pour y entrer. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, il y a plein de choses qui ont été gardées. Mais même aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de Bokono aussi n'ont pas. Parce qu'il faut trouver les modes pour ouvrir les portes. Aujourd'hui, on dit que les morts sont morts en Afrique. Comment voulez-vous que ce qu'ils ont amené, sans transférer avant de partir, vous puissiez avoir ces connaissances-là si vous considérez qu'ils sont désormais hors circuit? Ils sont seulement dans la pièce d'à côté. Ils se moquent de nous, de notre ignorance. Le chef de village qui est là-bas, le vieux qui est au village, qui a des connaissances, l'intellectuel vient, il parle tout le temps, c'est lui qui connaît tout. Le monsieur se moque de lui. Il se tait, il fait semblant d'être ignorant, jusqu'au jour où tu vas lui dire, est-ce que tu peux m'expliquer? Il va dire, ah bon, enfin tu sais qu'il faut venir à nous. Donc bref, il y a des savoirs endogènes sans lesquels le monde ne peut pas s'en sortir. Professeur Kofi Yaza, voilà le fait que vous êtes en train de célébrer ici, de magnifier, mais il y a quand même des dérives au niveau des consultations. Est-ce parce que les Bokono ne sont pas vraiment formés pour, ou parce que le FAC comporte effectivement ces clés? Et lorsque vous les manipulez pas de façon correcte, vous payez les frais. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous, au DIFA, il n'y a pas de dérive. Vous savez, dans chaque corporation, ce n'est pas seulement inhérent à la corporation du Bokono, non. Dans chaque corporation, il y a des charlatans. Le charlatan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas quelque chose, mais qui fait croire aux gens qu'il maîtrise, et quand on le met en évidence, maintenant, on remarque ses insuffisances, c'est tard. Dans le journalisme, il y en a. Il y a des journalistes qui sont charlatans. En politique, il y a des politiciens qui sont charlatans. Et la plupart du temps, c'est ceux-là qui réussissent à nous diriger. En médecine, il y a des médecins qui sont charlatans, qui ne maîtrisent rien du tout. Et quand vous êtes dans leur cabinet, c'est des mouroirs. Donc, au niveau du FA aussi, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils commencent la formation, le fait qu'ils soient pressés de gagner rapidement font qu'en maîtrisant une ou deux ou trois ou quatre signes, ils se disent déjà ça me suffit pour manger. Là, ils deviennent charlatans. Donc, ils n'arrivent pas à satisfaire à 100%. Je vous donne des exemples. J'ai dans mon cabinet aujourd'hui des gens qui sont, d'autres sont professeurs de collège, d'autres sont même professeurs assistants de CEG. Mais ça fait 10 ans qu'ils apprennent le FA chez moi. Même si je leur demande de partir, ils disent il reste encore des choses. Mais il faut combien d'années? Le problème n'est pas le nombre d'années. Il y a une base que vous devez avoir. Et après cette base-là, même toute votre vie, vous pouvez toujours continuer par apprendre le FA. Toute votre vie. Parce qu'il n'y a pas que la dimension consultation, sacrifice ou rituel. Le FA ne se limite pas à ça. Le FA va au-delà. Et il y a une dimension que beaucoup ne perçoivent pas, qui est la dimension métaphysique du FA. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a les maux de tête. Oui. Vous faites un trait, comme ça. Vous creusez juste un long trou et vous tracez le signe l'étéaclan. Dans le carolin, hein, que vous répandez dans le trou. Il escalade le trou. De l'autre côté, il revient. Les maux de tête sont terminés. Sérieusement? Tout, c'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Vous tracez l'étéaclan, vous, dans la poudre, vous mettez devant lui. Il va escalader et puis il revient. À son retour, les maux de tête s'arrêtent en même temps. Quelqu'un qui a une fièvre, même due à une infection, même un enfant, vous tracez le signe Fumenji. Dans de l'eau simple, vous éteignez juste une braise ou vous allumez une allumette. Vous allumez une allumette et puis vous éteignez la flamme dans l'eau. Une fois que l'eau touche le corps de l'enfant, la température redevient normale. C'est des choses qu'on devrait savoir. C'est des aspects qu'on devrait enseigner au niveau du FA. Parce que moi, j'ai toujours condamné le fait que les gens, jusqu'à aujourd'hui, pratiquent la césarienne dans la gynécologie. Je dis, mais c'est une aberration en Afrique et surtout au Bénin. Les sages-femmes accoucheuses n'ont jamais fait de césarienne.
Mais pourtant, on accouchait toujours. Et on n'a réussi pas autant de taux de mortalité. Ça, c'est le blanc qui est venu inventer des choses. Parce qu'une femme qui va simplement accoucher, la sage-femme accoucheuse prend ce que nous appelons zin. Je ne sais pas comment ils appellent ça en français, c'est juste une terre rouge, bien façon, et ils utilisent ça pour faire des traits sur les bols, qu'on écrase et on trace le signe Boudaflique dedans. Et on donne à la femme de la paix. Si on ne court pas, l'enfant tombe tout de suite. Ça, c'est les troupes du phare, ça. Et il y a également d'autres pratiques, par exemple du phare. Avant, parce que pour que la femme accouche, on prenait la feuille qu'on appelle akinkoma. Et on étalait par terre et puis la femme accouche dessus. Quand vous étalez vous mettez cette feuille-là sous la femme qui est en travail, ça absorbe, c'est que ça attire l'enfant, naturellement. Et l'enfant sort sans aucune difficulté. Et cette feuille-là sur laquelle une femme a accouché, on fait sécher. Et quand une autre femme veut accoucher, on met juste là, une feuille là dans l'eau et on lui fait boire. La minute qui suit, l'enfant sort de son ventre. Même si l'enfant est transversal. Donc, c'est des choses qu'on devrait enseigner, mais que ce soit en médecine ou que ce soit en tout ce qu'on veut, pour que les gens aient cette pratique. Parce que, moi je dis sur quelque chose, souffre celui qui ne connaît pas. Le seul vrai péché qui existe sur cette terre, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, coach Pogno. Vous avez suivi avec attention le développement du professeur, avec ces recettes qu'il a données comme ça à la volée. Est-ce que vous pensez que l'Afrique ferait mieux de s'appesantir davantage sur cette science-là? Ah oui, ah oui. Et c'est une erreur. Vous voyez, les choses qu'il a dit là maintenant, il y a quoi dedans de diabolique? Mais c'est plutôt les Bokono qui font croire que c'est du diable. Parce que non. Est-ce que c'est la faute? Est-ce que c'est la faute du Bokono? Si par notre comportement, nous avons chassé tout ça du circuit normal et que lui doit être dans un circuit informel et que n'importe qui donc, étant donné qu'il est dans un circuit informel, peut se proclamer Bokono, inventer des choses pour bouffer l'argent. Non, le désordre ne peut pas venir. On ne peut pas dire que parce qu'il y a des voleurs, c'est la faute des voleurs s'il y a des voleurs qui existent. Non, c'est la faute. Mais coach, vous savez que le monde n'est pas organisé à leur niveau. Pardon? Au niveau des Bokono. C'est eux qui vont organiser. De quel droit le professeur va aller interdire à un autre Bokono de ne pas s'installer? Qui va le faire? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Et le président Soglo l'a commencé. On n'a pas encouragé. Dans une hypocrisie religieuse, on n'a pas encouragé. La fête la plus importante, je suis chrétien, attaché au Seigneur Jésus, mais la fête la plus importante économiquement pour le Bénin, c'est le 10 janvier. La fête la plus rentable pour le Bénin, c'est le 10 janvier. Comment ça? Tous les Noirs américains, les Afro-américains, ont une raison de venir au Bénin le 10 janvier. Mais le Bénin condamne ça. Aujourd'hui, combien d'Américains vous voyez circuler en Afrique? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus rejetés chez eux qu'ailleurs. Ils sont plus rejetés chez eux qu'ailleurs. Allez aux États-Unis, allez voir un pasteur afro-américain. Il ne va pas tenir les propos que nous tenons par rapport à ces pratiques-là ici. Parce que c'est des sciences. C'est vrai, il y a une partie désordre. Comme il y a une partie désordre dans l'église, comme il y a une partie désordre dans les mosquées, comme il y a une partie désordre partout. Mais il y a une partie désordre. Mais si nous amenons à la lumière ce qui est bon, ce qui est propre, ça va chasser le mauvais. Je donne un exemple très simple. Avant que je ne m'installe en Afrique et que je ne commence pas à travailler, il y avait plein de charlatans coachs. C'est-à-dire qu'ils passaient n'importe où pour dire qu'ils sont coachs. Aujourd'hui, vous allez voir de moins en moins de personnes oser dire qu'ils sont coachs. Parce que le coaching vrai est en train de chasser le mauvais. Donc si on s'organise pour chasser le mauvais, et les mauvaises pratiques du... Je vais vous donner un exemple. Les dragons devaient jouer contre les requins. Les requins sont allés partout consulter. Partout on leur a dit, il n'y a rien à faire. Les dragons vont gagner 2-1. Mais quand quelqu'un d'intelligent était là, il dit, qui va marquer le premier but? On dit, c'est les requins qui vont marquer le premier but. Il dit, très bien. Faites quelque chose pour que quand nous, on va marquer le premier but, les dragons refusent qu'on continue le match. Ils seront éliminés sur tapis vert, on prend la coupe. Maintenant, dites-moi, il y a quoi de diabolique dans ça? Quand on a amplifié un de vos défauts, vous êtes arrivé au terrain, vous voyez but,
vous montez sur le terrain, vous dites qu'il n'y a plus de match. Est-ce que c'est normal d'empêcher un match? Vous avez empêché le match, vous êtes éliminé, les autres prennent la coupe. Mais avant, s'il leur disait de se calmer parce que lui savait déjà le score du match. Quand il disait de se calmer, ils ont dit il a pris l'argent, il veut nous tromper, ils ont failli le frapper. Mais je vous dis, il faut que nous puissions aider. Un jour, j'ai fait un débat. Il y avait plein de chefs vaudous sur le plateau. On a fait le débat. Mais je vous assure, je les ai amenés à abandonner certaines choses du fait que je n'ai pas condamné leur pratique, première chose. Et deuxièmement, je les ai amenés à voir les risques qu'il y a dans certaines pratiques et donc encourager d'autres pratiques qu'ils ont déjà. À la fin, ils m'ont dit, devant tout le monde sur le plateau, qu'ils vont appliquer ça. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas chasser le mauvais en mettant tout dans le même sac et en rejetant. Coach, merci. Professeur Azar, aujourd'hui, vous estimez que c'est l'État qui doit organiser le secteur. Mais est-ce que vous pensez que depuis l'avènement du régime de la rupture qui a mis en avant la culture comme vecteur de développement, vous êtes vraiment écouté aujourd'hui, plus que par le passé? Je ne pense pas qu'on soit, en tout cas pour l'instant, hein, j'estime bien qu'ils finiront par nous écouter parce que nos premières propositions étaient aller dans le sens où il faut enlever nos réalités endogènes des mains des profanes. Première des choses, si on veut organiser. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel ministère nous gère. On parle du ministère de la Culture. Tantôt, nous avons un ministère de l'Intérieur et des cultes, où il y a un service des directions, un service des cultes et coutumes. Après, on parle du ministère des Relations avec les institutions, où il y a une direction de la promotion des dynamismes sociaux. Donc, on ne sait pas en réalité où on se situe. Moi, j'ai proposé, c'est le lieu peut-être de le rappeler, aux autorités actuelles, dès les premiers jours de l'installation, de créer un secrétariat d'État aux affaires endogènes. Il y en a dans beaucoup de pays. Et là, on sait que c'est les initiés qui vont gérer ça. Et ils savent où se trouvent les problèmes dans leur corporation. On met à la tête de ça un initié averti, qui fait le travail et qui fait des propositions au gouvernement, même parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune loi qui réglemente la chose. Donc ça ne peut pas marcher. Non, n'importe qui se lève et peut faire n'importe quoi. Si les Vaudous ont un conflit, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère. Et le ministre s'assoit, des profanes cadres du ministère de l'Intérieur vont s'asseoir pour parler du Vaudou. À Renaud quoi. Vous ne trouvez pas ça normal? Moi, je n'ai jamais assisté à ça. Quand c'est comme ça, moi, je me lève. Parce que je dis, un profane, même si les ministres ne peuvent pas parler du Vaudou, qu'est-ce qu'il s'y connaît? Mais il s'agit juste d'un problème de droit. Non, je vous dis quelque chose. On peut en parler. Le ministre ne peut pas parler, me diriger, me dire, moi, là, ce que je dois faire dans mon sacré. Ce n'est pas possible, c'est une ingérence spirituelle. S'il était initié avant d'être ministre de la Culture. S'il était initié avant d'être ministre de la Culture, moi, si je suis un initié, ministre de la Culture ou ministre de l'Intérieur, je ne vais jamais convoquer mes vaudous au ministère pour gérer le problème du vaudou. Ça se gère au couvent. Si je suis initié, je vais au couvent. Donc c'est pour ça que moi j'ai proposé au gouvernement actuel de créer un secrétaire d'État aux affaires endogènes qui va faire des propositions. D'abord, on va d'abord recenser quels sont les couvents qui étaient là avant 1960. Là, c'est les grands couvents. Ça. On récupère ces grands couvents qui étaient là avant 1960. Quels sont les couvents qui étaient là avant le renouveau démocratique? On les récupère et on répartit maintenant les nouveaux couvents qu'on a reçus à l'air. Et tout ça constitue un pôle. C'est une base de données pour le développement du tourisme. Parce que l'Afro-Américain qui vient là, ce n'est pas pour les beaux visages du Bénin, mais c'est pour se ressourcer. On leur donne les outils nécessaires et où aller dans chaque pan de notre tradition, où aller, il faut le donner. Mais ça, c'est un travail des initiés, mais ce n'est pas un travail des cadres des ministères. Donc, il faut d'abord dissocier ça, puis après, maintenant, répertorier les vaudounos qui sont déjà là et qui font des travaux. Et maintenant, comment faire pour les former davantage? Parce que les vaudounos doivent être formés à l'information. On doit leur dire comment communiquer. Parce qu'ils ne savent pas communiquer la plupart du temps. On doit les informer au tourisme. On doit les informer aux réalités occidentales. Quelles sont les attentes de ces Afro-Américains qui veulent renouer avec leurs sources? Quelles sont leurs attentes? Et c'est en fonction de ça qu'on réorganise. On réaménage maintenant les sites touristiques et historiques. Et à la fin,
il faudra maintenant doter le pays d'une loi qui encadre le processus initiatique dans nos réalités. Et ça, les cadres ne peuvent pas proposer. Et quand ils vont voir les initiés ne peuvent pas leur dire la réalité non plus. Donc, c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Ils ne vont pas leur dire la réalité. Ils vont leur dire ce que tout le monde peut entendre. Et ça va s'arrêter là. Donc, il faut véritablement confier cela à un Il collège. faut sortir complètement les régions d'endogène. Il faut sortir complètement de tout circuit étatique, quoi. Et en faire un organe vraiment à part. Même si ça doit être sous la direction ou sous le contrôle du président de la République. Maintenant, coach Poyon, vous qui suivez depuis un certain temps ces réalités qui vous plaisent dedans, est-ce que vous pensez que le fait tel que vous le concevez aujourd'hui est un intermédiaire entre Dieu et les hommes? Ça peut être. Ça peut. Ça peut être. C'est pas... Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y a une prière qu'on appelle la prière de Moïse. Moïse dit, Dieu, si tu veux sortir avec nous, laisse-nous sortir. Si tu ne veux pas sortir avec nous, ne nous laisse pas sortir. Si vous utilisez cette prière-là, moi j'utilise cette prière. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de savoir si le voyage est bon ou pas. S'il n'est pas bon, je n'irai pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. S'il n'est pas bon, je ne dirai pas. Quelque chose va m'empêcher de faire le voyage. Vous le dites très tôt le matin ou bien dans la nuit avant de... Non, ça peut être... C'est-à-dire tu le dis en prévision du voyage. Un exemple très simple. J'arrive à Fada, à Pama, au Burkina. Entre Pama et Fada, il y a 100 km que le chef de l'État même ne peut pas traverser après 19 heures. Même le chef de l'État. Mais chaque fois que moi j'arrive, on me laisse traverser. Une insécurité totale. C'est une insécurité totale. C'est un pays de non-loi. C'est une zone de non-loi. À partir de 19 heures, le chef d'État, le ministre de la Défense est passé, à la limite près, on a failli le tuer. Donc, moi quand je viens, on me laisse passer. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissent. Et ils savent que ça là, c'est-à-dire qu'il faut être garçon pour se mettre sur mon chemin. Maintenant, j'arrive là et le monsieur me dit, coach, aujourd'hui là, j'ai reçu des instructions fermes, vous ne pouvez pas passer. Il me rappelle pour s'excuser, le commissaire. J'ai dit à mes collaborateurs, si je force là, ça veut dire que je n'ai rien compris de la vie. J'ai dit que si le voyage est bon, tu n'as qu'à me laisser partir. Et aujourd'hui, on a dit pas possible. Et bizarrement, je ne savais pas qu'il y avait un hôtel à Pama. Et je demande, on dit, il y a hôtel. Il dit, donc, la confirmation que Dieu veut que je dorme ici. Et j'ai dormi, le lendemain, j'ai pris la route. Donc, s'il y a danger là, je n'ai pas besoin de consulter puisque il ne me laissera pas aller là-bas. Donc, il y a... C'est-à-dire, en réalité, c'est que si nous laissons le phare venir à la lumière, nous allons pouvoir avoir... Parce que nos parents ont fait selon leur intelligence du moment. Et si on développe ça de façon scientifique, on enseigne ça, tout ça, avec des colloques de réflexion et tout ça, nous aurons la possibilité d'améliorer un certain nombre de pratiques, un certain nombre de choses. Donc, il faut apporter ça à la lumière. C'est-à-dire que c'est utile. Et il y a des domaines dans lesquels le phare est utile à moi, le chrétien. Mais ce n'est pas toujours utile par rapport à l'approche que vous prenez, le mode de développement que vous choisissez. Professeur Azar, vous avez estimé qu'il faut revenir à ces réalités, puisque sur ce plateau, vous avez reconnu qu'au niveau occidental, il y a toujours un cabinet occulte qui accompagne les dirigeants et aucune décision ne se prend au hasard. Et donc, vous avez estimé qu'au Bénin, il faut désormais prédire l'avenir pour la nouvelle année que le pays doit amorcer. Vous avez initié le TOFA. La plupart du temps, on constate que ce sont des révélations funestes qui sont annoncées. Vous l'avez expliqué en filigrane ici. Mais suivant vos rapports que vous avez avec nous ici, que vous estimez à un moment donné que vos prévisions font toujours école et qu'on peut toutefois faire confiance au TOFA? Ça fait 10 ans que nous publions leur rapport chaque année après l'édition du TOFA. Mais personne n'a jamais dit que ce que le TOFA a dit là, que c'est faux. Mais écoutez, si vous allez chez le médecin, quelle est l'utilité du médecin si vous dit vous êtes en bonne santé, il n'y a rien? Qu'est-ce que le médecin vous a apporté de plus? Donc le TOFA n'a rien à gagner
Si Chafan dit non, le tout va bien, juste pour plaire, on dit enfant, un autre candidat, le tout va donner de faux espoirs pour la nation parce que on veut s'inscrire dans une dynamique donnée. Je vais vous donner un exemple. Quand le roi Béhanzin a pris le pouvoir, il est laissé sur le signe à Clan-Olin qui dit à la vie gouverneure de la Sanson, vous avez donné à dormir. Je dis, allez, l'oiseau, je ne sais pas comment ils appellent ça, va souffrir de pays en pays et puis va mourir en exil. Donc son propre femme prédispose à qu'il meurt en exil. Mais le Fall dit, à condition que tu n'accèdes pas au pouvoir. Si tu n'accèdes pas au pouvoir, tu n'iras pas en exil. C'est pour ça que les Akalanouins, tous ceux qui sont initiés à Akalan, on leur demande de ne pas accepter une charge familiale. Sinon, ils meurent en exil. Donc, le Fall vous dit ce qui peut arriver et vous dit en même temps ce que vous pouvez faire pour éviter que ça n'arrive. Quand en 1895, les choses ont commencé par dégénérer, il a appelé le souverain pontife Guédégbé pour lui faire la consultation. Et le Tofa de l'année 1895 lui a déconseillé de faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit à Guédégbé? Il dit son glébenoyaki. C'est qu'il n'ira pas acheter la peur pour ses ancêtres, mais il va acheter le courage. Et qu'il préfère faire la guerre pour que son destin s'accomplisse. Donc lui-même, il savait que ça allait se passer comme ça. Donc, tout revient aux dirigeants de donner une orientation aux femmes. Pourquoi vous parlez de souverain pontife en désignant Guédégbé? Ce n'est pas une connotation religieuse, ça? Je parle de souverain pontife parce que 4 ont régné à Abomey. Le premier, c'était Dissa Adebeolo. Lui, il est nigérian. Le second, c'est Olo. Olo, la famille Olo, c'est la famille de Bokono. Ils sont Bokono. Et après, il y a eu Nungudorwe. Les Nungudorwe sont d'origine Bokono. Ils sont des Bokono. Puis après, nous avons connu Guédégbé. Après Guédégbé, il y a eu la chute de la dynastie, le 12 février 1900, par l'arrêté 102 du roi français. Donc après ça, il n'y a plus... c'est ce que nous appelons Dada Bokono. C'est-à-dire le Bokono qui incarne une certaine pureté, une certaine sincérité, une certaine assurance pour le roi. Quand il dit, c'est le dernier recours, c'est le dernier conseil. Quand lui donne un conseil au roi, le roi est obligé de respecter. Et c'est parce que le roi Béhanzin a refusé de respecter les prédictions du Tofa de 1895 que nous en sommes là, à la chute de la dynastie en 1900. Sinon, le Tofa a commencé le 15 novembre 1715 sous le règne du roi Joshua Gadja. Donc pendant plus de 200 ans, le Tofa a servi la dynastie royale. Donc en réalité, ce n'est pas une invention de votre part. Non! C'est une continuité. C'est une continuité, c'est juste une reprise. J'ai juste réactualisé en 2006 le Tofa. J'ai rétabli en 2006 le Tofa. Parce que, vous savez, c'est pour ça qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire va à la perdition. Le coach l'a dit tout à l'heure. L'intrigue politique, ça a toujours été. Et ce sera toujours dans les systèmes politiques. À l'époque, juste pour rappeler les faits, quand le roi Dosua et le roi Yéomé Kaba a laissé le pouvoir en 1708, c'était son fils qui devait prendre le pouvoir. Le fils était très jeune. Donc on a confié le pouvoir à sa sœur jumelle, qui est Tassi Rangbe, la seule femme qui a dirigé le royaume d'Abomey pendant 3 ans. Elle a régné de 1708 à 1711, mais son règne a été annexé au règne de Joshua Gadja. Et en son temps, la dynastie, la féodalité aboméenne était telle que ils avaient exécuté son fils unique. Parce que la dynastie d'Abomey avait une constitution. Et la constitution était claire, quiconque qui accède au trône, son fils peut prétendre au trône. C'est que le fils Nyansounou de Tassi Rangbe pouvait prétendre au trône. Il s'appelait Nyansounou. Mais son papa est Yoruba. Donc les disent, le Nago ne viendra pas nous diriger. Donc ils ont exécuté son fils. Et elle s'est fâchée et elle a abdiqué. Et c'est suite à son abdication que le roi de Joshua-Gadja a été intronisé en 1711. Et quand elle a été intronisée, l'abdication est suivie de malédiction. Parce qu'il a chauffé de l'eau bouillante, qu'il a fait la toilette intime avec, et elle a versé ça sur les reliques des ancêtres. Et ça a créé la sécheresse de
1711 à 1714. Et le roi était obligé d'envoyer son fils à Vissou, au Nigeria, pour aller chercher de renforts. Et lui, il est resté 1 an encore là-bas. Et c'est finalement 1 an après que le roi d'Oyo, parce qu'on était tributaire du roi d'Oyo, que le roi d'Oyo a décidé maintenant d'envoyer Adebeolo, qui était Bokono près du Fa, à Ile-Ife, et qui a suivi à Vissou. C'est à Vissou qui est devenu plus tard Tegbessou. Et quand ils sont venus, il y avait déjà insurrection à Abomey. Et le roi était obligé de quitter le palais à Abomey. Et le palais était en feu, il est venu s'installer à Kanantota. Son palais où il est resté à Kanantota est là jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est à Kanantota que le fils Avissou est venu le retrouver avec le Adebeolo, qui a fait la consultation. Le premier Tofa a été fait le 15 novembre. Et quand il a fait le premier Tofa, il a fait les sacrifices. Celui qui allait déposer le sacrifice est ramené au palais par la pluie. Et là, le roi dit, c'est celui-ci n'est pas venu me faire des choses pour pacifier le pays, mais il est venu me vendre la pluie. Et il l'a surnommé Djissa, c'est-à-dire le vendeur de pluie. C'est là le premier Bokono connu ici, était Djissa. Et il est toujours resté collé au palais royal. Donc quand il y a eu la pluie, il y a eu la canne et tout, le roi est retourné là-bas et a imposé que chaque année, que cette consultation soit faite. Donc ça faisait partie d'un décret royal qui datait de 1715. Une très belle histoire sur laquelle on va revenir plus tard, puisque le temps vous fait défaut. Coach Poyon, vous pensez qu'aujourd'hui, une initiative qui date d'il y a 10 ans et à laquelle malheureusement les autorités ne prêtent pas franc, comment vous trouvez ça? Non, déjà il faut dire que même dans la Bible, quand Paul voulait aller à Rome, et quelqu'un lui avait révélé que la personne qui est propriétaire de cette ceinture va être assassinée à Rome s'il va à Rome. Et il a dit, exactement comme le roi Béhanzin, qu'il doit y aller, et il est allé, et il est mort. C'est une histoire biblique pour montrer qu'en réalité, c'est parce qu'on a voulu faire croire à trop de sacré que les gens pensaient que le Fa est opposé aux autres religions. La deuxième chose que je voulais dire rapidement, c'est que l'ancêtre de toutes les religions, c'est les religions endogènes africaines. Parce que 100 000 ans avant les autres peuples, on était les seuls sur Terre et il y avait déjà une relation entre Dieu et nous. Donc, l'ancêtre de toutes les religions, ça veut dire que le 10 janvier, ce n'est pas seulement la fête des religions endogènes, c'est la fête des chrétiens, c'est la fête des musulmans, parce que s'il n'y avait pas eu les religions endogènes, il n'y aurait jamais eu chrétienté, il n'y aurait jamais eu ceci. Troisième chose que je voulais dire, c'est que le professeur a pris tout à l'heure l'exemple du médecin pour illustrer le TOFA. Mais je voudrais que le TOFA puisse faire plus que les médecins. Un exemple pratique. Il y a un médecin au Togo qu'on appelle le docteur Michel Djireke, qui a reçu une dame, selon toutes les analyses, il n'y a rien à faire, cette dame ne peut plus jamais marcher. Les analyses sont claires. Maintenant, le docteur dit, moi je suis médecin et couche. Si je lui annonce qu'elle ne peut plus marcher, mais je rends quel service? Mais comme je me rends compte que le coaching que moi-même, il dit lui-même n'y croyait pas trop en ce moment, mais je vais quand même essayer ça. Alors il amène les rapports et il présente à la dame. Il dit, regarde toi-même, regarde. Tout est clair. Il dit, c'est que la dame ne peut pas interpréter. Tout est clair. Je ne sais pas pourquoi tu ne marches pas. Il n'y a aucun symptôme qui fait que tu ne peux pas marcher. Donc pourquoi tu ne marches pas, je ne comprends pas. Pourquoi des médecins t'ont fait croire que tu es infirme, moi je ne comprends pas. Et il fait tout ça simagré là. Une semaine après, la dame se met à marcher. Il appelle, il dit, docteur, c'est toi qui as raison. Lui-même, il a peur. Donc c'est pour dire, si le TOFA révèle des choses sur lesquelles on peut jouer, on peut informer. Mais si le TOFA révèle des choses sur lesquelles, soit on ne peut pas jouer, ou bien, tel que nous avons nos dirigeants là, ils ne feront pas ce qu'il faut éviter souvent de sortir ces genres d'informations qui rentrent dans la tête de l'inconscient collectif. Si ce n'est pas brisé, l'inconscient collectif amplifie ça maintenant et ça va se réaliser avec parfois plus de gravité. Donc, c'est tout ce que je veux attirer l'attention pour dire que c'est très utile ce qui est en train d'être fait, mais il faut agir sur les éléments sur lesquels il n'y a pas un pouvoir, comment on appelle, d'empêcher. Donc, si l'être humain n'a pas le pouvoir d'empêcher, autant ne pas l'annoncer au risque que nous puissions amplifier ça dans l'inconscient collectif. Professeur Kofi Azar, le TOFA aura encore lieu cette année
2017 pour annoncer 2018. C'est pour quand? Le prochain TOFA, c'est pour le 2 décembre, à Cotonou, comme d'habitude. Le peuple est donc invité à ce rendez-vous. SICA va également accompagner, puisque le vrai visage de l'information en Afrique, c'est ce travail que nous faisons. Merci à chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur SICA. C'était donc la fin de votre émission ici et ailleurs. Le débat se poursuit en tout cas.